Contemplez ces vastes forêts de conifères et cette toundra verdoyante. Un véritable enchantement. Vous pourriez facilement croire qu'il s'agit du Canada, mais détrompez-vous. Nous parlons ici de l'Antarctique, tel qu'il existait il y a 34 millions d'années. Alors, comment ce lieu est-il devenu le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui? Il apparaît qu'une combinaison de la chute des concentrations en dioxyde de carbone et d'importants bouleversements tectoniques a profondément transformé cet ancien paradis exempt de glace en un continent gelé. Il y a environ 50 millions d'années, les niveaux de CO2 atteignaient des sommets impressionnants, oscillant entre 1000 et 2000 parties par million. Toutefois, à mesure que ces concentrations ont diminué, les températures mondiales ont suivi, ouvrant ainsi la voie à la formation des vastes calottes glaciaires qui dominent aujourd'hui l'Antarctique. Pendant que les niveaux de CO2 s'effondraient, l'activité tectonique jouait également son rôle. La séparation progressive entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique a donné naissance au passage de Drake, facilitant la formation du courant circumpolaire antarctique. Ce courant puissant a agi comme une barrière, empêchant l'air chaud et les courants océaniques de pénétrer cette région et contribuant à maintenir un climat particulièrement froid. Si vous confondez l'Australie et l'Antarctique, ce n'est pas si absurde, ces deux continents formaient autrefois une seule masse terrestre. En revanche, confondre l'Autriche avec l'Australie est bien plus problématique. Et pour couper court aux rumeurs et blagues d'Internet, non, il n'existe pas en Autriche de service d'assistance destiné à ceux qui pensaient se rendre en Australie. Admirez cette splendide plage rose australienne. Elle n'est pas seulement belle, elle est littéralement précieuse. Ces sables intrigants aux teintes rosées se composent en fait de grenat, une pierre précieuse couramment utilisée en joaillerie. Après avoir analysé ce sable, les géologues ont découvert que les grenats qu'il contenait étaient le plus anciens que les montagnes environnantes. Cela semble paradoxal. En réalité, tout s'explique. L'Australie n'a pas toujours été le continent isolé qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des dizaines de millions d'années, l'Australie et l'Antarctique faisaient partie du supercontinent de Gondwana. L'érosion glaciaire a libéré des grenats, qui ont fini par se retrouver sur cette plage. Ces sables se sont formés à une époque où l'Australie méridionale était plate et soumise à un climat frais, bien avant que les montagnes n'émergent. Si la plupart des grenats sont habituellement emportés, ceux-ci ont une riche histoire, remontant aux roches glaciaires de la chaîne transantarctique. En somme, ce sable rose provient d'une ancienne chaîne de montagnes enfouie sous les glaces de l'Antarctique. Non seulement la glace de l'Antarctique renferme des pierres précieuses comme le grenat, mais en y regardant de plus près, vous pourriez même découvrir des bâtiments entiers. Cela peut paraître insensé, mais c'est précisément ce qu'a réalisé un explorateur britannique du nom de Chris Brown, qui a mis au jour une structure entière sous la glace. Lors d'une expédition vers le pôle d'inaccessibilité, tout avait pourtant mal commencé. Chris et son fils ont subi une panne d'avion. C'est alors qu'ils ont repéré un buste de Lénine émergeant de la neige. Cet endroit s'est révélé être une ancienne station météorologique. Malgré les températures glaciales, Chris et son fils Mika ont pris grand plaisir à explorer cet endroit unique. Chris s'est fixé un objectif audacieux, conquérir les 7 pôles d'inaccessibilité terrestre. Jusqu'à présent, il en a déjà atteint 5. Vous savez probablement déjà que l'Antarctique est le plus vaste désert de la planète, bien plus étendu que le Sahara ou le Gobi. Pourtant, en dépit de son extrême aridité, ce continent abrite une cascade pour le moins étrange. Située dans les vallées sèches de McMurdo, cette chute d'eau, haute de 5 étages, donne l'impression de déverser de l'hémoglobine. Ce phénomène fascinant porte d'ailleurs un nom évocateur, les chutes de sang. Bien que cette cascade cramoisie puisse sembler étrange, voire inquiétante, son origine s'explique facilement. L'eau qui alimente ce phénomène était à l'origine un lac salé, mais elle a été progressivement isolée du monde extérieur par la formation de glaciers. Aujourd'hui, cette eau millénaire repose à environ 400 mètres sous la surface et a atteint une salinité 3 fois supérieure à celle de l'océan. Chargée en fer, elle ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'infiltre à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, donnant à l'eau sa teinte rouge foncée, semblable à de la rouille. On croit souvent à tort qu'aucune espèce d'insecte ne vit en Antarctique. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai, car un minuscule moucheron, connu sous le nom de Belgica antarctica, y a élu domicile. Par ailleurs, on y trouve également quelques araignées. Ces araignées ne sont pas celles que vous trouvez nichées dans les coins sombres de votre maison. Ce sont des créatures marines qui vivent dans l'obscurité glaciale des profondeurs de l'océan Antarctique. Ces arthropodes étonnants
peuvent atteindre une envergure d'environ 50 cm. Comme si leur taille n'était pas déjà impressionnante, elles respirent aussi grâce à de petites ouvertures situées dans leurs pattes. Si l'on vous demande quelle couleur vous associez à l'Antarctique, vous penserez sans doute au blanc, tout comme moi. Cependant, ce continent glacé peut parfois évoquer une tranche de pastèque. Cette neige colorée doit son aspect à une micro-algue robuste appelée Chlamydomonas nivalis. Lors des mois d'été en Antarctique, lorsque les températures remontent, ces algues libèrent des spores aux teintes éclatantes de rouge et de vert, donnant à la neige des couleurs vives et surprenantes. Toutefois, il est préférable de ne pas s'en approcher, car cette neige, bien que fascinante, est également toxique et absolument impropre à la consommation. La recherche de fossiles est toujours passionnante, mais quand cela se fait dans l'un des lieux les plus isolés de la planète, l'aventure devient encore plus exaltante. Une équipe de scientifiques pluridisciplinaires a récemment réalisé une découverte exceptionnelle, ramenant plus d'1 tonne de fossiles de vie marine ancienne, de dinosaures et d'oiseaux datant de la période du Crétacé supérieur, il y a environ 71 millions d'années. Leur périple a commencé par un vol vers l'Amérique du Sud, suivi d'une traversée de 5 jours du redoutable passage de Drake. Une fois arrivés en Antarctique, ils ont établi leur campement en utilisant des hélicoptères et des bateaux pneumatiques. Vous vous demandez peut-être, pourquoi rechercher des fossiles en Antarctique, malgré la glace omniprésente? En réalité, certaines zones révèlent à des affleurements rocheux selon la saison. L'équipe s'est rendue sur l'île James Ross, située sur la péninsule antarctique, durant les mois de février et mars. Il s'agit d'une période estivale où les roches de cette région, datant parfois de l'ère des dinosaures, sont exposées. L'expédition a porté ses fruits, avec la découverte de plus d'1 tonne de fossiles remarquables. Les spécimens seront d'abord transportés au Chili, avant d'arriver au musée Carnegie d'histoire naturelle de Pittsburgh. Parmi ces découvertes, des fossiles datant d'environ 71 millions à 67 millions d'années, comprenant des escargots, des palourdes et diverses créatures marines, témoignent de la richesse de cet ancien patrimoine. Regardez ce ver marin intrigant. On pourrait imaginer qu'il vivrait à Los Angeles et deviendrait la star d'un film d'horreur, mais il préfère les eaux glaciales de l'océan austral, près de l'Antarctique. Ces vers impressionnants peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long et 10 cm de large. Cependant, leur apparence terrifiante est trompeuse. Des études montrent qu'ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Quant à leur tête, ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une gorge rétractable, pourvue de dents, qui leur permet de se nourrir efficacement. L'Antarctique regorge de créatures insolites et quelque peu effrayantes. Laissez-nous vous présenter le Promachocrinus fragarius. Contrairement à Patrick de Bob l'éponge, elle ressemble plutôt à une créature abyssale digne d'un film d'horreur. Imaginez, 20 bras sinueux, certains atteignant jusqu'à 20 cm, ornés de petites bosses étranges. De quoi donner des frissons? Non. En 2014, des chercheurs ont enfoui 34 sismographes sous la neige de l'immense plateforme de glace de Ross, une véritable plaque de glace de la taille du Texas, flottant sur l'océan austral. Ces appareils ingénieux ont capté un bourdonnement presque constant. Bien que ces sons, à très basse fréquence, échappent à l'ouïe humaine, les scientifiques ont réussi à les rendre audibles, et ils ont même partagé cet enregistrement étrange en ligne. Un glaciologue de l'université de Chicago explique que si ce bourdonnement était perceptible par nos oreilles, il évoquerait une nuée de cigales envahissant un jardin en plein été. Cependant, ces experts des glaciers ne cherchaient pas de son mystérieux mais surveillaient la barrière de Ross, car le réchauffement climatique fait fondre la glace à une vitesse inquiétante, plus rapide encore qu'un sorbet sous le soleil estival. Les plateformes de glace jouent un rôle crucial, un peu comme des bouchons de sécurité, empêchant d'énormes masses de glace de plonger dans l'océan. Mais alors, une immense étendue de neige immaculée, des vents mordants, des paysages sans vie et d'étranges signaux inquiétants semblant surgir des profondeurs de la Terre. Ces impulsions radio apparaissent en Antarctique et nul ne parvient à déterminer ce qu'elles sont ni d'où elles proviennent. En réalité, les scientifiques conduisent une expérience baptisée ANITA, acronyme de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il s'agit d'un ensemble de détecteurs solidement fixés à d'immenses ballons, lesquels dérivent à très haute altitude au-dessus du pôle sud. Leur mission consiste à repérer des neutrinos d'énergie extrêmement élevés, précisément lorsqu'ils heurtent la glace,
et génèrent une brève mais intense émission d'ondes radio. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque dépourvues de masse et totalement privées de charge électrique. Ils sont omniprésents. Des milliards d'entre eux traversent votre corps chaque seconde, y compris pendant que vous regardez cette vidéo. Leur origine est variée. Ils proviennent du Soleil, d'étoiles en pleine explosion, des profondeurs de l'espace, et même du sol sous vos pieds. Le Soleil en émet en continu lorsqu'il transforme l'hydrogène en hélium. Les étoiles mourantes libèrent, lors des supernovae, d'énormes bouffées de neutrinos. Lorsque des rayons cosmiques très énergétiques frappent l'atmosphère terrestre, ils produisent également de nouveaux neutrinos qui retombent ensuite vers la surface. Certains naissent même de la désintégration de matériaux radioactifs au cœur de la Terre. Les plus anciens d'entre eux parcourent l'univers depuis le Big Bang. Pourtant, ils restent presque indétectables, car ils interagissent très rarement avec la matière. C'est pour cette raison que les scientifiques ont recours à des dispositifs aussi spectaculaires qu'Anita, afin d'espérer en intercepter ne serait-ce que quelques-uns. Mais revenons à ce jour fatidique où tout a changé. Normalement, les signaux radio produits par les neutrinos rebondissent sur la glace et se propagent vers le haut, exactement là où Anita peut les détecter. C'est précisément l'objectif de l'expérience. Étudier les neutrinos afin d'en apprendre davantage sur des événements cosmiques lointains, comme les supernovae ou des phénomènes se produisant à des années-lumière. Pourtant, un événement profondément étrange s'est alors produit. Les détecteurs ont enregistré des ondes radio qui ne rebondissaient pas sur la glace. Elles semblaient provenir de sous l'horizon, comme si elles émergeaient des profondeurs. Or, cela ne devrait tout simplement pas être possible. Selon les lois connues de la physique, un signal ne peut pas remonter à travers de la roche et de la glace solide. L'une des chercheuses, Stephanie Wiesel de Penn State, a également indiqué que ces ondes radio arrivaient selon des angles extrêmement abrupts, proches de 30 degrés sous la surface. La seule manière d'expliquer cela serait que le signal ait traversé des milliers de kilomètres de roches solides avant d'atteindre le détecteur. Mais dans ce cas, la roche aurait dû l'absorber entièrement. Quelque chose ne concordait donc pas. L'équipe a effectué l'ensemble des calculs possibles, sans obtenir de réponse claire. Pour les chercheurs, le problème restait néanmoins intéressant, puisqu'ils ignoraient toujours la nature exacte de ces anomalies. Ce qu'ils savaient en revanche, c'est qu'il ne s'agissait probablement pas de neutrinos. En effet, lorsqu'un neutrino est détecté, cela signifie qu'il a parcouru une distance prodigieuse sans interagir avec quoi que ce soit, peut-être depuis la limite de l'univers observable. Or, ce qu'Anita a détecté ne se comporte pas comme un phénomène déjà observé par les scientifiques. Cela pourrait indiquer l'existence d'un type de particule entièrement nouveau, ou bien révéler un processus encore incompris. Les résultats ont été publiés dans Physical Review Letters, mais le mystère demeure entier. Personne ne sait réellement ce qui se passe sous la glace antarctique, sinon qu'un phénomène semble s'y manifester en ne respectant pas les règles établies. Si les scientifiques parviennent effectivement à détecter et à localiser l'origine de ces particules ultra rapides, ils pourront en apprendre énormément sur l'univers, bien plus que ce que même les plus grands et les plus coûteux télescopes permettent. Voyez-vous, les neutrinos traversent pratiquement l'espace à la vitesse de la lumière, effleurant à peine la matière. Ils peuvent ainsi transporter des informations intactes sur des événements survenus à des millions, voire des milliards d'années-lumière. C'est pourquoi Wiesel et de nombreux chercheurs à travers le monde construisent ces détecteurs d'une sensibilité exceptionnelle pour capter les signaux des neutrinos. Même les plus faibles sont essentiels, car un minuscule sursaut de données peut renfermer un véritable trésor d'informations. Les scientifiques conçoivent donc des installations, tant en Antarctique qu'en Amérique du Sud, pour détecter ces particules rares. Anita est l'un de ces détecteurs, et l'Antarctique s'avère l'endroit idéal. Quasi aucun bruit radio, aucune ville, aucun trafic, ni interférences aléatoires. Le dispositif est en réalité fascinant. Il fixe un groupe d'antennes radio à un ballon géant, l'envoie à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude et le laisse flotter au-dessus des étendues infinies de glace éclatante. De là-haut, il pointe vers le bas, à l'écoute des signaux faibles provenant des profondeurs de la glace. Lorsqu'un de ces neutrinos extrêmement rares, un neutrino tawique, frappe la glace, il engendre une autre particule, le lepton tau. Ce dernier s'échappe ensuite de la glace et commence à se désintégrer, perdant de l'énergie et se fragmentant. Cette désintégration produit ce que l'on appelle une gerbe atmosphérique, comparable à une pluie d'étincelles invisibles dans l'air. Si nous pouvions voir ces cascades, elles ressembleraient à quelqu'un agitant un feu de Bengale dans l'obscurité, laissant derrière lui des traînées lumineuses.
En analysant la direction et la configuration de ces signaux, ceux émanant de la glace, gerbes de glace, et ceux se produisant dans l'air, gerbes atmosphériques, les chercheurs peuvent déterminer la provenance de la particule initiale. En général, c'est extrêmement précis, un peu comme faire rebondir une balle sur le sol. On peut anticiper sa trajectoire. Mais ces nouveaux signaux étranges ne se comportent pas comme prévu. Les angles sont totalement incohérents, bien plus raides que tout ce que les modèles sont capables d'expliquer. L'équipe a donc approfondi son enquête. Tout d'abord, elle a étudié l'intégralité des données issues des multiples vols en ballon d'Anita. Puis, elle les a confrontées à d'innombrables simulations informatiques de rayons cosmiques et de neutrinos, en filtrant tout le bruit de fond habituel. Les résultats ont même été recoupés avec d'autres expériences, comme le détecteur IceCube, également installé en Antarctique, et l'observatoire Pierre Auger, en Argentine. L'objectif était de vérifier si d'autres avaient détecté des gerbes atmosphériques ascendantes similaires. Et devinez quoi? Les événements ont pris une tournure encore plus étrange. Les chercheurs n'ont rien trouvé. Aucun autre détecteur n'avait enregistré quoi que ce soit de susceptible d'expliquer ce qu'Anita avait observé. C'est pourquoi ils ont fini par qualifier l'ensemble de la situation d'anomalie. Cela signifie essentiellement, oui, nous ignorons ce que c'est, mais cela ne se comporte assurément pas comme un neutrino. Wissel a précisé que les signaux ne s'inséraient pas dans le schéma habituel du comportement attendu des particules. Certains ont avancé des hypothèses, peut-être une nouvelle forme de physique, ou un indice de la matière noire. La matière noire est essentiellement cette substance invisible qui empêche l'univers de s'effondrer. Elle est présente partout, nous ne pouvons simplement pas l'apercevoir. Les savants tentent de percer son mystère depuis près d'un siècle, et elle demeure l'une des plus grandes énigmes de la physique. Tout ce que nous observons, comme les étoiles, les planètes, les humains ou même les chiens, ne représente qu'environ 5% de l'univers. La matière noire constitue environ 27%. Le reste étant une entité encore plus énigmatique appelée énergie noire. Les chercheurs estiment que la matière noire confère aux galaxies leur structure et maintient l'ensemble de l'univers comme une sorte de colle cosmique. Sans elle, l'univers serait radicalement différent. Il serait absolument fascinant de confirmer la validité de cette théorie. Toutefois, puisque IceCube et OJ n'ont pas détecté les mêmes phénomènes, les hypothèses possibles restent fortement limitées. L'université de Penn State est active dans le domaine de la détection des neutrinos depuis près d'une décennie, construisant des détecteurs et analysant toutes sortes de signaux cosmiques. L'équipe travaille déjà sur leur prochain projet majeur, un détecteur entièrement nouveau, nommé PUO. Il sera plus vaste, plus sensible et nettement plus efficace pour repérer les signaux de ces neutrinos insaisissables. Pour l'heure, ce mystère cosmique persiste et maintient les scientifiques en haleine. Cependant, l'équipe reste optimiste. Une fois PUO et ses capteurs opérationnels, si d'autres anomalies existent, elles seront cette fois détectées. Peut-être découvrirons-nous alors enfin. Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers
de kilomètres de terre, restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons, et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche.
Les géologues ont prélevé des zircons du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Il y a environ 150 000 ans, des hommes-dragons, au crâne démesuré, aux orbites rectangulaires et aux dents gigantesques, erraient dans les forêts glacées du nord de la Chine. Ce nom ne leur vient pourtant pas de créatures mythiques cracheuses de flammes, mais d'un fleuve, le Heilongjiang, ou rivière du dragon noir, près duquel des ouvriers découvrirent fortuitement un premier crâne en 1933. Le crâne, extrait de la vase du fleuve, était de grande taille et presque intact. Il présentait une boîte crânienne étirée et une arcade sourcilière proéminente. Il devait sembler si redoutable que l'ouvrier qui en fit la découverte préféra le cacher pendant des années au fond d'un ancien puits. Peu avant sa mort, en 2018, il révéla le secret à ses petits-enfants, qui s'empressèrent de retourner sur place. Ce n'est qu'en 2021 que les chercheurs purent enfin étudier le crâne. Ils y relevèrent une combinaison étonnante de traits morphologiques. Un crâne court et large, rappelant celui des anciens hominidés, une dent à 3 racines, anomalie rarissime de nos jours. Et paradoxalement, des pommettes fines, plutôt communes aujourd'hui. Pour déterminer l'origine de ce spécimen, une équipe de chercheurs analysa 95 fossiles, incluant crânes, mâchoires et dents provenant de divers groupes humanoïdes. Ils examinèrent minutieusement plus de 600 caractéristiques anatomiques, afin de mieux comprendre les liens de parenté entre ces lignées humaines. Un puissant système informatique généra alors plusieurs milliards d'arbres phylogénétiques retraçant leur évolution. L'objectif de cette modélisation était d'identifier le scénario évolutif le plus simple, que les spécialistes considèrent généralement comme le plus plausible. À l'issue de ces analyses, les résultats indiquèrent que le crâne de l'homme-dragon appartenait à une lignée humaine encore inconnue, très proche cependant des humains modernes. Il fut établi que cet individu avait vécu il y a au moins 146 000 ans, quelque part en Asie orientale. À cette époque, l'Homo sapiens coexistait avec d'autres lignées humaines proches, telles que les Néandertaliens et les Dénisoviens. L'émergence de l'homme-dragon, ou Homo longi, comme il est également désigné,
pourrait bouleverser notre compréhension de l'évolution humaine. Il se pourrait même qu'il soit plus étroitement apparenté à l'humain moderne que ne le sont les Néandertaliens. Jusqu'à très récemment, nul ne savait à quoi ressemblait son visage. Un chercheur brésilien, Cicero Moraes, a élaboré un modèle numérique en 3 dimensions du visage de l'homme-dragon à partir de son crâne. Comme certaines portions osseuses manquaient, il a eu recours au crâne complet d'un autre hominidé, Homo erectus, pour en compléter les parties absentes. Il a ensuite utilisé des scanners d'humains actuels et de chimpanzés afin de reconstituer la disposition des muscles et des tissus cutanés sur l'ossature. Afin de rendre ce modèle plus convaincant et proche du vivant, il y a intégré des éléments tels que des cheveux et des nuances de couleurs, donnant ainsi corps à l'homme-dragon. Le résultat final a révélé que celui-ci possédait le plus grand crâne jamais mis au jour parmi les anciens humains, un diamètre d'environ 65 cm. Son volume crânien rivalisait ainsi avec celui d'un gorille, voire d'un lion. Selon les chercheurs, sa corpulence remarquable aurait pu lui permettre de résister aux hivers rigoureux de Harbin, site de la découverte, où les températures avoisinent encore aujourd'hui les -16 degrés. Le statut de l'Homo longi continue toutefois de susciter des débats. Certains contestent qu'il s'agisse d'une espèce à part entière ou remettent en question sa place dans l'arbre généalogique humain. D'après eux, les traits singuliers de son crâne pourraient résulter de sa taille inhabituelle plutôt que d'une divergence évolutive. Il n'est pas rare que des individus d'une même espèce présentent des différences marquées selon leur âge, leur sexe, leur environnement ou l'ancienneté du fossile. Plusieurs chercheurs y voient même un parallèle avec le crâne de Dali, découvert en Chine et généralement attribué à une espèce humaine bien connue, Homo daliensis. À cela s'ajoute l'énigme des Denisoviens, un ancien groupe humain ayant peuplé l'Asie durant plusieurs millénaires, mais dont les vestiges fossiles restent rares. À ce jour, la plus proche correspondance avec l'homme-dragon serait une mâchoire fracturée découverte au Tibet en 2019. Certains chercheurs y voient un indice que l'homme-dragon pourrait en réalité être un Denisovien. D'autres se montrent plus prudents, car l'absence de mâchoire sur le crâne de Harbin empêche toute comparaison directe. Les Denisoviens ont été identifiés pour la première fois en 2008, lorsqu'un fragment minuscule de phalange a été exhumé dans la grotte de Denisova, nichée dans les monts de l'Altaï. Les analyses m'ont révélé que cet os provenait d'une fillette âgée de 5 à 7 ans, décédée il y a environ 40 000 ans. Les conditions glaciales de la grotte avaient permis de conserver l'os dans un état exceptionnel. Quelques années plus tard, une autre équipe de chercheurs est parvenue à en extraire de l'ADN. On l'a comparé à celui des humains actuels, ainsi qu'à celui d'une autre espèce humaine disparue, les Néandertaliens. Ils présentaient des similitudes avec les deux, mais s'en distinguaient aussi de manière suffisante pour indiquer qu'il appartenait à une espèce humaine encore inconnue. Ce groupe, dont personne n'avait jusque-là soupçonné l'existence, fut baptisé Denisovien en référence à la grotte où avait été exhumé cet os minuscule. Par la suite, 3 autres fossiles dénisoviens, dont plusieurs dents, furent également découverts dans cette même cavité. L'origine exacte des Denisoviens demeure incertaine, mais on avance qu'ils pourraient descendre de l'Homo erectus, une espèce parmi les premières à présenter des traits semblables aux nôtres. Ces humains aux longues jambes et aux bras raccourcis étaient adaptés à la marche sur de longues distances. 700 000 ans plus tôt, une partie d'entre eux quitta l'Afrique pour s'aventurer jusqu'en Eurasie. Ils devinrent les ancêtres communs des Denisoviens et des Néandertaliens. Vers 370 000 ans avant notre ère, ces deux lignées se scindèrent. Les Néandertaliens migrèrent vers l'ouest, en Europe et en Asie occidentale, tandis que les Denisoviens s'étendirent vers l'est, en Asie orientale et du sud-est. Certains atteignirent même les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au-delà, franchissant la ligne Wallace qui marque la frontière entre l'Asie et l'Australie. Des recherches génétiques récentes menées sur des populations d'Asie du Sud-Est laissent entrevoir une diversité insoupçonnée chez les Denisoviens. Ils pourraient ne pas avoir constitué un groupe homogène, mais 3 lignées distinctes, et l'une se serait autant différenciée des autres Denisoviens que les Néandertaliens eux-mêmes. Les Denisoviens auraient peut-être survécu plus longtemps que les Néandertaliens, disparus il y a environ 40 000 ans. Une étude révèle qu'un groupe de Denisoviens aurait coexisté avec les humains modernes en Nouvelle-Guinée jusqu'à 30 000 ans avant notre époque, voire jusqu'à 15 000 ans. Si c'était avéré, ils seraient les derniers représentants d'une humanité archaïque à avoir vécu aux côtés de notre espèce. Cette révélation étonnante s'inscrit dans une série croissante de découvertes,
attestant de la diversité humaine dans l'Asie ancienne. L'émergence récente d'une nouvelle espèce, Homo luzonensis, identifiée aux Philippines, renforce cette idée. Les scientifiques considèrent désormais les îles d'Asie du Sud-Est comme un foyer majeur d'évolution humaine. Mieux comprendre ces ancêtres permettrait non seulement d'approfondir nos connaissances sur la génétique des populations locales, notamment en Indonésie, mais aussi de faire progresser la médecine dans toute la région. Les chercheurs ont mis au jour des indices précis dans l'ADN révélant que les anciens groupes humains se sont dissociés il y a fort longtemps. Lorsque Homo sapiens a quitté l'Afrique, il s'est mêlé à d'autres populations archaïques, transmettant ainsi, au fil des générations, de petits fragments d'ADN issus de ses lointains ancêtres. Les scientifiques ignorent encore avec certitude pourquoi les Denisoviens et les Néandertaliens ont disparu, tandis que Homo sapiens a perduré. Une explication plausible réside dans le fait que Néandertaliens et Denisoviens vivaient en petits groupes très soudés, ce qui aurait pu engendrer, à terme, des problèmes de consanguinité. Nos ancêtres, en revanche, formaient de vastes communautés dotées d'une diversité génétique plus importante, favorisant leur santé et leur capacité d'adaptation. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui.
Otzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du yucca. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pelo, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée.
Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Des éponges en forme d'amphore, des méduses d'un autre monde, des vers segmentés hérissés de soie, ainsi que d'imposantes pieuvres figurent parmi les plus récentes découvertes en Antarctique. Ces créatures ont été observées suite au détachement d'un immense iceberg, révélant sous la glace un véritable trésor de vie ancienne. En janvier 2025, un immense bloc de glace baptisé A84, aussi vaste que la ville de Chicago, s'est détaché de la plateforme de glace de George VI, une étendue glacée longue de 450 km, large de 19 à 69 km et épaisse d'environ 250 mètres. Durant l'été austral, de novembre à fin février, la fonte de surface y donne naissance à de longs lacs sinueux appelés lacs glaciaires rubaniformes, dont le nom reflète la forme étirée. Lorsque l'iceberg s'est éloigné, il a mis à nu une portion du fond marin jusqu'alors jamais observée. Le navire de recherche Falkor, II, naviguait à proximité, dans la mer de Bellingshausen. Informés du détachement, les scientifiques ont aussitôt modifié leur programme, conscients de l'opportunité rarissime qui s'offrait à eux. Explorer un lieu vierge et insoupçonné, comme si l'on soulevait une pierre dans une forêt pour découvrir la vie dissimulée en dessous. Les chercheurs ont mobilisé un robot sous-marin nommé Subastian pour sonder les abysses durant 8 jours. Ils ont atteint des profondeurs dépassant les 1280 mètres. C'est là qu'ils ont mis au jour un écosystème insoupçonné, d'imposants coraux et de vastes éponges, littéralement peuplés d'organismes marins, un monde tapi sous les glaces. Les chercheurs s'attendaient à détecter quelques formes de vie, mais furent stupéfaits par leur abondance. Ces créatures sous-marines anciennes ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient depuis des siècles dans ce milieu extrême. Anémones semblables à de petits arbres cotonneux, araignées de mer, poissons des glaces, pieuvres. L'expédition fut retransmise en direct à des scientifiques du monde entier. Et ces vidéos sont désormais accessibles librement. Certaines des créatures découvertes semblent appartenir à des espèces nouvelles, ce qui est particulièrement fascinant. En 2025, il est fort probable que l'Antarctique abrite encore des espèces inconnues, dont certaines pourraient être endémiques à cette région. Cette singularité s'explique par l'isolement extrême du continent, séparé du reste du monde depuis des millions d'années par le courant circumpolaire antarctique, comparable à de vastes douves encerclant un château fort. Même si ces espèces ne s'avéraient pas inédites, les chercheurs ont tout de même identifié des escargots, des vers polychètes munis de soie, de minuscules crabes et autres crevettes, ainsi qu'une rare variété de méduses fantômes, dont l'apparence évoque un monde étranger. Leur nom scientifique, Stygiomedusa gigantea, étant par trop complexe, on l'appellera simplement méduse fantôme géante. Cette dernière est d'une taille impressionnante. Son ombrelle, cette partie ronde en forme de cloche, peut excéder 1 mètre de diamètre. Elle possède également 4 bras traînants, dont chacun peut atteindre 10 mètres, soit la longueur approximative d'un autobus scolaire. Bien que le tout premier spécimen ait été capturé dès 1899, il fallut attendre 60 ans pour reconnaître en cette créature une espèce totalement distincte. La méduse fantôme présente un corps translucide aux reflets violacés, lui conférant une allure spectrale. À la place des tentacules traditionnels, elle possède de longs bras rubanés qui lui permettent d'attraper ses proies et de les acheminer vers sa bouche, située en son centre. Bien que dépourvues de cerveau, ces méduses ont étonné les chercheurs par leur comportement. La méduse fantôme géante semblait mouvoir ses bras avec lenteur et précision, surtout lorsqu'elle traversait d'étroits passages sur le fond marin. Elle paraissait agir avec prudence, de manière presque intentionnelle. Une telle attitude intrigue. Aurait-on affaire à une créature dotée d'une forme de sensibilité? Voilà de quoi susciter le malaise. Les méduses disposent d'un réseau nerveux rudimentaire, mais pas d'un véritable cerveau. Pourtant,
les mouvements fluides et contrôlés de la méduse fantôme ont amené les scientifiques à penser qu'elle pourrait être plus intelligente, voire mieux coordonnée que les espèces connues. L'étudier permettrait de mieux comprendre comment des êtres dénués de cerveau peuvent malgré tout explorer, réagir et s'adapter à des environnements aquatiques complexes. Lors de l'exploration des profondeurs antarctiques, l'équipe a fait la rencontre de petites créatures fascinantes appelées polychètes. De nombreuses espèces variées de ces vers évoluent dans les zones extrêmement froides et profondes de l'océan. Leur corps segmenté est orné de minuscules soies disposées le long de leurs flancs, qui leur servent à se déplacer, à percevoir leur environnement et même à se défendre contre les dangers. Un exemple remarquable est l'Eulagisca gigantea, qui habite les eaux glaciales et abyssales, et dont les soies dorées étincelantes lui confèrent une allure particulièrement élégante. Durant leur expédition sous-marine, les chercheurs ont également découvert d'impressionnantes éponges aux formes évoquant de grands vases. Ces organismes, dont la croissance est notoirement lente, doivent leur gigantisme à une présence continue sur place, s'étalant sur plusieurs siècles, voire davantage. La taille considérable de ces éponges révèle que la faune environnante ne s'est pas installée récemment, mais qu'elle forme, depuis des décennies, des communautés marines pérennes et prospères, dissimulées sous la glace, attestant d'une vie ancienne et résistante à l'âpreté du milieu. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques. Dans les études précédentes, ils faisaient descendre des caméras par des trous dans la glace ou exploraient des zones d'iceberg longtemps après leur détachement. Et ne voyaient qu'un fond marin nu, presque vide. Mais cette fois-ci, arrivé quelques semaines seulement après le détachement de l'énorme iceberg, l'équipe a découvert ce qui se cachait juste en dessous. Les 14 premiers kilomètres derrière la barrière de glace abritent des écosystèmes riches et animés. Ce milieu sombre, froid et depuis longtemps isolé accueille pourtant de multiples créatures. Cela prouve que la vie peut survivre dans des lieux que l'on croirait bien trop hostiles ou gelés. En revanche, la présence de cette vie sous la glace ne surprend guère. De nombreux animaux vivent en effet dans des environnements sous-marins, sombres et froids. Il est donc naturel qu'ils habitent également sous cette plateforme glaciaire. La glace les dissimule et les protège des perturbations de surface. Ce qui étonne davantage, c'est la diversité des espèces présentes, malgré l'isolement ancien de ce lieu. Ce milieu ressemble en réalité beaucoup au fond marin des régions antarctiques dépourvues de glace. Comment cela peut-il s'expliquer? Habituellement, de minuscules plantes, les phytoplanctons, prolifèrent près de la surface où la lumière solaire pénètre, fournissant la base de la chaîne alimentaire. De petits crustacés formant le krill se nourrissent de ces plantes la nuit avant de plonger pour acheminer nourriture et nutriments au fond marin. Même leurs déchets participent à l'alimentation de la vie abyssale. Or, la présence d'une calotte glaciaire massive bloque la lumière, empêchant la croissance végétale et la descente du krill. Les scientifiques supposaient alors que la vie y serait moindre. Pourtant, ils y ont découvert une abondance surprenante d'organismes. Il semblerait que la nourriture et les nutriments parviennent à s'infiltrer sous la glace, acheminés par des courants sous-marins semblables à des rivières qui coulent sous l'océan. Les chercheurs ont observé des espèces animales particulièrement âgées, ce qui donne à penser que ces courants, issus pour l'essentiel de la fonte des glaciers, assurent un apport suffisant pour maintenir un écosystème équilibré et dynamique. Personne ne peut prédire avec certitude le sort de cette vie abyssale à présent que l'iceberg s'est éloigné. Ces organismes ont vécu sous une couche épaisse et stable de glace pendant une période indéterminée, dans des conditions d'obscurité totale et d'immobilité. Il est évident qu'ils ne sont guère enclins au changement. La disparition de ce toit glacé pourrait dès lors bouleverser profondément leur environnement. L'un des chercheurs a rappelé que la plateforme glaciaire à l'origine de l'iceberg avait reculé d'environ 40 km en un demi-siècle. Ce retrait s'inscrit dans un phénomène plus large. L'Antarctique fond à un rythme croissant, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. C'est ce qui confère à cette découverte son importance capitale. L'équipe cherche à comprendre non seulement ce qui se passe à l'instant présent, mais aussi comment cet écosystème dissimulé s'inscrit dans un cadre plus vaste. En étudiant son évolution sur plusieurs décennies, voire davantage, nous pourrions peut-être anticiper ce qui nous attend. N'est-il pas remarquable que la rupture d'une masse de glace puisse livrer de telles révélations ?
Sous le sol gelé de la région la plus septentrionale de Finlande repose une découverte dont le potentiel pourrait bouleverser le sort du monde. Qu'il s'agisse d'énergie nucléaire ou de mobilité électrique. Ces minéraux donnent l'impression qu'un futur digne de science-fiction est à portée de main. Mais comme souvent, les choses ne sont pas si simples. Voyons pourquoi. Tout au nord de la carte s'étend la région nommée Laponie, un territoire qui ne serait, paraît-il, peuplé que d'adorables petits lapins gambadant gaiement en quête de carottes. Non, je plaisante. C'est un coin isolé et enneigé de la Finlande, où les rennes surpassent en nombre les humains. Là, le ciel nocturne s'embrase d'aurores boréales près de 200 fois par an. Et, soit dit en passant, le Père Noël y aurait élu domicile. En 1985, la Finlande a officiellement déclaré que Santa Claus résidait à Rovaniemi, une ville située juste au sud du cercle polaire arctique, en Laponie. On y a même bâti le village du Père Noël, où les visiteurs peuvent le rencontrer, franchir la ligne du cercle polaire et visiter son bureau de poste principal, lequel reçoit chaque année des centaines de milliers de lettres d'enfants venus du monde entier. Ainsi, cet endroit est bien plus connu pour l'atelier du Père Noël que pour ses découvertes scientifiques. Mais bien en dessous de la glace et des forêts de pins, se trouve le gisement de Sokli, un vaste site géologique étudié depuis des décennies. Il était réputé pour son fer et son phosphate. Le premier sert à fabriquer presque tout, tandis que le second devient le plus souvent un engrais destiné à nourrir la planète. Cependant, des analyses récentes ont révélé la présence d'éléments de terre rares, de niobium, ainsi que de traces de métaux radioactifs tels que le thorium et l'uranium. C'est la possibilité du thorium qui a suscité l'enthousiasme des médias. Ce métal naturellement présent dans la croûte terrestre est légèrement radioactif, et bien plus répandu que l'uranium, environ 3 à 4 fois davantage. Les scientifiques s'y intéressent de près, car il pourrait être converti en combustible nucléaire avec un rendement énergétique colossal. Un simple fragment de thorium de la taille d'une balle de golf pourrait, en théorie, produire autant d'énergie que plusieurs tonnes de charbon. Il offre aussi plusieurs avantages essentiels. Les réacteurs au thorium produiraient bien moins de déchets, ce qui rendrait ce métal plus facile à confiner et plus sûr à employer. Il a d'ailleurs une particularité curieuse. Autrefois, on l'utilisait dans les manchons des anciennes lanternes à gaz, car il brillait sous l'effet de la chaleur. Et ce n'est pas tout. Le gisement de Sokli renferme d'autres minéraux rares, indispensables à la fabrication des aimants présents dans les éoliennes, les voitures électriques et même les téléphones. Avec un financement adéquat, ce site unique pourrait permettre à l'Europe de construire des milliers d'éoliennes ou d'alimenter des millions de batteries. Alors, la Finlande et le reste du monde ont-ils gagné à la loterie géologique? Eh bien, oui et non. Aujourd'hui, les centrales nucléaires ne fonctionnent pas au thorium, mais à l'uranium, ce combustible fiable qui alimente les réacteurs depuis des décennies. Tout le système, de l'extraction à la conception des réacteurs jusqu'à la gestion des déchets, est fondé sur lui. L'uranium fournit déjà environ 10% de l'électricité mondiale. Dans certains pays, comme la France, il en est même la principale source. Il fonctionne, alimente des millions de foyers, et l'industrie en maîtrise parfaitement l'usage. Le thorium ne joue pas selon les mêmes règles. N'étant pas fissile, il ne peut pas se scinder et libérer de l'énergie par lui-même. En d'autres termes, il requiert une aide extérieure pour devenir utile. On ne peut pas simplement le glisser dans un réacteur classique en espérant qu'il se mette à fonctionner. Ce serait aussi absurde que de vouloir recharger une Tesla en y versant de l'essence. Exploiter le thorium impliquerait donc de concevoir des réacteurs d'un tout autre type, ainsi qu'un système capable de les soutenir. Une technologie encore expérimentale, coûteuse, et loin d'être prête pour un usage à grande échelle. Ainsi, oui, le thorium de Sokli a de quoi impressionner. Il brille d'un éclat prometteur. Mais pour l'heure, il demeure enfoui en attente d'avancées technologiques et d'investissements futurs. Quant aux autres éléments de terre rares, le néodyme et le praséodyme, ils se révèlent peut-être difficiles à prononcer, mais se cachent désormais dans presque tout, des écouteurs aux puissants appareils IRM des hôpitaux. Ils actionnent les moteurs des véhicules électriques et permettent aux immenses éoliennes de tourner. En somme, ils sont devenus omniprésents. Et puis, il y a le niobium. Ce métal renforce l'acier. En y ajoutant une faible quantité, on obtient des alliages plus solides et plus légers, utilisés dans les ponts et même dans les fusées. Aujourd'hui, l'Europe en importe la quasi-totalité, essentiellement du Brésil. Si le site de Sokli était exploité,
la Finlande pourrait fournir au continent une source locale. Mais encore une fois, la situation est complexe. Comme on l'a mentionné, la Laponie est l'un des plus beaux territoires de la planète. C'est aussi l'un des derniers grands espaces sauvages d'Europe, où les forêts de pins s'étendent sur des kilomètres. L'extraction de ces matériaux aurait forcément des conséquences. Elle pourrait dégrader le paysage, mécontenter le Père Noël, ou fragiliser les écosystèmes arctiques. Après tout, il s'agit d'éléments radioactifs. Il ne s'agit toutefois pas que de nature. Les communautés autochtones Samis vivent en Laponie et participent aux décisions prises sur leurs terres. La situation reste donc délicate et dépendra de recherches et de progrès technologiques. D'ici là, quels autres lieux sensibles pourraient renfermer du thorium? Le thorium, en réalité, n'est pas difficile à trouver. On en découvre dans les sables côtiers et les dépôts montagneux. Mais l'endroit le plus fascinant pour en extraire serait la Lune. Dans les années 1990, la sonde Lunar Prospector de la NASA a cartographié sa surface et repéré des zones riches en thorium. De quoi motiver les futures missions lunaires. D'autant que notre satellite abriterait aussi des éléments comme l'hélium-3, rarissime sur Terre. L'exploitation minière lunaire pourrait offrir une solution idéale. Les entreprises y feraient face à bien moins de concurrence, même si cela représenterait un défi colossal pour l'humanité. La Lune étant dépourvue d'atmosphère et exposée aux radiations comme aux écarts de température extrêmes. À voir si le jeu en vaut la chandelle. Entre-temps, revenons sur Terre pour une autre découverte, apparemment sans rapport. En explorant les grands fonds océaniques, des scientifiques ont récemment mis au jour quelque chose d'étonnant. Dans les plaines abyssales du Pacifique, ils ont trouvé des nodules polymétalliques, sortes d'amas de métal de la taille d'une pomme de terre, essentiels à la fabrication des batteries. Mais l'aspect le plus surprenant, c'est que ces nodules semblaient libérer de l'oxygène dans l'eau. Les chercheurs ont appelé ce phénomène l'oxygène noir. D'ordinaire, l'oxygène provient de la photosynthèse qui requiert la lumière du soleil pour atteindre les plantes, les algues ou les bactéries. Or, dans ces sombres profondeurs, aucune lumière ne parvient. L'hypothèse est que ces roches fonctionnent comme de minuscules batteries. Leur surface génère de faibles courants électriques capables de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. En somme, ces pierres respireraient de l'oxygène d'elles-mêmes, silencieusement. Si c'est avéré, cela pourrait transformer notre compréhension de la vie abyssale. Certaines créatures ne dépendraient plus seulement des évents hydrothermaux, ni de la matière tombée des hauteurs, mais recevraient un apport d'oxygène directement des roches. Les recherches en sont encore à leur début, et certains spécialistes estiment que cet oxygène pourrait être contaminé, ou présent en quantité négligeable. Mais s'il est bien réel, il signifierait que la vie des profondeurs dispose d'une source d'oxygène cachée, inconnue jusqu'ici. À la fois inquiétant, mystérieux et fascinant. Cette découverte soulève aussi des questions sur la vie ailleurs. Si les roches terrestres peuvent produire de l'oxygène dans l'obscurité, peut-être que les océans extraterrestres de Lune comme Europe ou Encelade en font autant. L'univers pourrait ainsi regorger de fabriques d'oxygène secrètes, prêtes à nous surprendre. Enfin, au-delà du thorium, la Finlande a récemment fait les gros titres avec une autre découverte géologique remarquable. Des chercheurs ont trouvé des cristaux de zircon charriés par les rivières. En les étudiant de près, ils ont remarqué que leur signature chimique différait des roches locales et provenait du Groenland. Cela suggère qu'une partie du socle scandinave pourrait en réalité venir de là. En termes simples, la Scandinavie se serait détachée du Groenland avant de dériver à travers l'océan. Il y a plusieurs milliards d'années. Ce lien inattendu rend le paysage nordique bien plus ancien et fascinant qu'on ne l'imaginait. Quant à savoir si le gisement de Sokli pourra un jour fournir une énergie presque infinie, nul ne peut encore le dire. Chaque jour apporte son lot de découvertes qui stimulent la réflexion et élargissent nos connaissances. Qui sait quelles technologies ou ressources cachées la prochaine décennie révélera? Sur ce, permettez-moi de vous quitter. Maintenant que je connais son adresse, je dois écrire une lettre au Père Noël. J'essaie toujours de quitter sa liste des vilains garçons,